Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Jean-Michel Vernochet, géopolitologue, pour une revue de presse nationale et internationale. Bonjour à vous Jean-Michel Vernochet et bienvenue à l'Esprit d'Actu. Oui, bonjour à vous et bonjour à toutes et à tous. Alors on va commencer par la Syrie, d'ailleurs la plupart des questions porteront sur la situation en Syrie. Alors mardi 28 mai, une décision importante a été prise. L'Union européenne a décidé de lever l'embargo à destination des rebelles syriens. Enfin, c'est une décision différée, c'est une décision de moyen terme. La levée de l'embargo ne sera, si elle a lieu, effective qu'à partir du mois d'août. Bon, ceux qui ont poussé à la roue, c'était le Royaume-Uni et la France. Mais par ailleurs, on a un certain nombre de pays, la Finlande, la Suède, l'Irlande, l'Autriche, qui s'y sont opposés mordicus pour des raisons de stabilité régionale, de paix internationale, et parce que les arguments en défaveur de ces livraisons d'armes sont multiples, divers et variés. Toujours est-il que Paris aujourd'hui adopte une sorte de profil bas en disant qu'il s'agit d'une décision politique, qu'elle n'est pas contraignante du point de vue juridique, c'est-à-dire qu'on n'obligera pas les autres partenaires de l'Union européenne à suivre la France et le Royaume-Uni si nécessaire. Mais justement, quand on parle des rebelles, qui sont ces rebelles? Que c'est des groupes djihadistes notamment? Qui auront ces armes. Monsieur Fabius, que j'entendais encore ce matin à France Inter, nous explique qu'il y aura une discrimination accentuée en ce qui concerne ces livraisons d'armes, qu'elles ne seront pas délivrées à ces groupes djihadistes qui sont inscrits, alors disait-il par les Nations Unies, sur les listes d'organisations terroristes. Manque de chance, c'est qu'aujourd'hui l'ASL, l'armée syrienne libre, fond comme neige au soleil ou comme beurre en broche, et qu'il y a une migration massive des éléments de l'ASL, près d'un tiers, dit-on, vers les groupes djihadistes, et notamment Al-Nusra. D'abord parce qu'ils sont mieux équipés, ils sont mieux organisés, ils sont plus performants. Soutenus par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ils ont de l'argent et en plus ils remportent des victoires. Quand on se bat, on veut remporter des victoires. Voilà. On va du côté du plus fort. On dit qu'actuellement, ça serait plus de 3000 membres de la SL qui auraient rejoint Al-Nusra. Ce qui aussi, c'est une indication sur, au fond, l'absence de pertinence de cette ASL qui ne représente pas grand-chose face aux 200 ou 300 000 hommes de l'armée syrienne loyaliste, essentiellement composée, il faut bien le dire, d'appelés. On l'oublie toujours. Alors des combats ont lieu actuellement dans la ville de Qusayr, qui est une ville située à l'ouest de la Syrie, près de la frontière nord du Liban, donc une ville stratégique. Est-ce que pour vous c'est un tournant dans cette guerre? Alors c'est un tournant dans cette guerre et c'est un tournant dans la configuration des relations internationales et des rapports de force. Les Russes ont reculé la tenue de Genève 2, de cette conférence de Genève sur la Syrie, au moins jusqu'au 10 juin, en attendant que les choses se clarifient à Qusayr, c'est-à-dire que le rapport de force soit stabilisé sur le terrain. Mais il est clair qu'aujourd'hui, les forces loyalistes, assistées, appuyées par des éléments du Hezbollah, parce que le Hezbollah souhaite plutôt que la guerre soit à l'extérieur du Liban qu'à l'intérieur, et la préoccupation de Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah, c'est de maintenir le maximum de paix et de sécurité dans les frontières du Liban. Et il faut dire qu'il y a absolument 17 unités d'à peu près 100 hommes du Hezbollah qui combattent à Qusayr. Donc ce n'est pas rien. Hein. On voit bien qu'il y a de facto une régionalisation de la guerre. Justement, qu'est-ce que peut apporter cette application du Hezbollah, donc qui était reconnue par leur leader Hassan Nasrallah?
Alors, pour le Hezbollah, il est clair que aider aujourd'hui les forces loyalistes, les forces du régime de Damas, c'est repousser la guerre hors de ses frontières. Je pense que c'est la préoccupation au-delà même de la solidarité chiite. Alors, on dit, Monsieur Fabius dit que le Hezbollah intervient à la demande expresse de Téhéran, parce que Monsieur Fabius, on voit bien où vont ses tropismes, a toujours intérêt à impliquer au maximum l'Iran, toujours l'Iran, puisque l'Iran aujourd'hui est un pays de la ligne du front, un État de la ligne du front, et que la France d'ailleurs ne veut pas que... Alors, c'est contradictoire, puisque la France ne veut pas que l'Iran participe à ces négociations de Genève, tout en disant que l'Iran est impliqué aujourd'hui, l'Iran est responsable de tout, est impliqué dans la bataille de Qousser, entre autres. Vous parlez justement de cette conférence de Genève qui aura lieu au mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette conférence internationale ? Écoutez, vu l'état de divergence, d'opposition et de contradiction, je ne suis pas sûr qu'on puisse en attendre grand-chose. Lundi soir, Monsieur Kerry a rencontré Monsieur Lavrov à un dîner. C'est de la diplomatie gastronomique en quelque sorte. C'est un mot de Monsieur Lelouch, ancien responsable pour les questions afghanes de Monsieur Sarkozy. On a débattu du processus de transition, du maintien ou non dans ce processus, à l'intérieur de ce processus du président Bachar el-Assad. Les Russes n'en font pas une question de principe, mais les Syriens, eux, souhaitent que M. Bachar el-Assad puisse se représenter le cas échéant et donc continue d'accompagner le processus de transition s'il parvient à se mettre en place. Alors, il sera difficile à se mettre en place puisqu'il n'y a pas d'opposition en face. L'opposition est extrêmement divisée, elle est divisée entre ses différents parrainages. D'un côté, le Qatar et la Turquie, de l'autre, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Tout le monde tire à Hu et à Dia. Il n'y a pas de... Encore une fois, personne aujourd'hui, il n'y a pas de représentation concrète, identifiée, personnalisée des oppositions et de la rébellion. Donc, on ne voit pas très bien si les oppositions ne sont pas présentes à Genève. Eh bien, c'est l'extérieur qui pourra prendre une décision, mais cette décision ne sera pas prise. Mais en fait, quels sont les enjeux non dits de cette conférence internationale Genève 2 ? Oui. Alors, il y a les acteurs principaux, les protagonistes, et puis les acteurs périphériques. Les acteurs principaux, ce n'est ni la France, ni le Royaume-Uni, ni qui font partie avec la Russie, la Chine, etc., des 5 membres permanents qui seront à Genève, des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. En fait, c'est un débat entre Moscou et Washington. On a bien vu qu'il y a eu un infléchissement, pour ne pas dire un redéploiement de la diplomatie et de la stratégie de Washington sur le Proche-Orient, avec en arrière-plan un désengagement, que ce soit le désengagement prévu en Asie centrale, en Afghanistan, celui qui a déjà eu lieu en Irak. Je pense qu'aujourd'hui, Washington et Moscou cherchent ensemble une sorte de statu quo et de répartition de l'influence. Je n'ai pas dit des zones d'influence, mais il y a des enjeux tellement considérables, géo-énergétiques, gaziers, ou des couloirs d'acheminement énergétique depuis le Caucase et le bassin de la Caspienne, que d'une certaine façon, les deux diplomaties, Kerry et Lavrov, sont décidées à s'entendre. Mais il faut aussi trouver un terrain d'entente. Ce terrain d'entente, la Russie veut impliquer l'Iran dans cette négociation, ce qui serait d'ailleurs souhaitable et même judicieux. Les Américains ne veulent pas en entendre parler puisqu'ils veulent se réserver d'abattre toutes leurs cartes et donc gardent présent à l'esprit ou présent dans la main toutes les options, éventuellement même d'ailleurs l'option militaire à laquelle Washington n'a jamais renoncé. Alors, selon Le Monde, il y a un article qui a été publié cette semaine, donc selon le quotidien Le Monde, l'armée syrienne a eu recours à des armes chimiques contre les forces rebelles.
Oui. Alors écoutez, je ne vais pas dire que c'est du pipeau, mais en tout ça est une vaste plaisanterie. Le journaliste en question, dont on ne donnera pas le nom, a déjà été impliqué dans une manipulation de l'information, toujours pour le journal Le Monde, en 1993, au moment où s'amorçait l'affaire du Rwanda. Certains vont jusqu'à penser qu'il pourrait être un agent des services français, double casquette, pourquoi pas. On a déjà vu des cas, notamment au démarrage du conflit syrien, on a vu une journaliste qui avait été blessée, qui avait disparu aussi lorsqu'elle a été exfiltrée et rapatriée en France, puis qui a réapparu, mais la légende journalistique s'écaille ou s'effrite. Tous ceux qui ont pu examiner les symptômes, les analyser, disent que ça ne correspond pas à une attaque par le gaz sarin. Il y a des symptômes d'étouffement, enfin bref. Le journaliste dit qu'il a lui-même été touché. Alors bien sûr, il faudra un gaz sarin extrêmement dilué. Si on se réfère, si on se rapporte et si on se remémore l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo par la secte Aoum, tout le monde n'était pas mort. Il y avait eu d'ailleurs un nombre limité de cadavres, mais beaucoup avaient été intoxiqués. Or aujourd'hui, ces journalistes ont rapporté des échantillons de sang, des échantillons de ceci, de cela, qui vont être examinés non pas par un laboratoire indépendant ou par l'Institut Pasteur, mais par un laboratoire de la DGA, la Direction Générale à l'Armement. Donc il y a là, à l'évidence, une grosse manipulation avec de grosses ficelles, reprise par Monsieur Fabius, encore une fois ce matin à France Inter, mais qui ne convainquent finalement pas grand monde et surtout pas les médecins. On va désormais parler des questions nationales, notamment le mariage pour tous. Qu'est-ce que vous inspire les débats sur cette question ? Alors, écoutez, il m'inspire beaucoup de réflexion et beaucoup de consternation, puisque la société s'est élaborée, s'est construite au cours des derniers millénaires, mais on peut penser que ça remonte à 10 000 ans, 20 000 ans. On a construit la société humaine. Elle s'est construite à partir de bases biologiques, puis il y a eu une structuration sociétale. Alors aujourd'hui, d'un trait de plume, on est en train de tout rayer. Hein, on refuse l'ordre biologique comme on refuse l'ordre sociétal, en nous disant que c'est un progrès. On nous parle aussi de droit, et quand quelqu'un s'oppose non pas à ces réformes, mais à ces bouleversements, on lui dit « mais vous êtes contre les droits ». Mais le droit est-il en soi un progrès ? Si par exemple demain matin je revendique le droit de tuer qui me chante, sera-ce un progrès ? Enfin, le droit n'est pas associé au progrès. D'ailleurs, encore faudrait-il définir l'un et l'autre de ces termes. Donc, on s'aperçoit que une majorité, mais qui est en fait une minorité, et si vous regardez bien la représentation à l'Assemblée nationale, ces gens sont tous des partis minoritaires, mais associés, agglomérés les uns aux autres, qui constituent des majorités des opportunistes et totalement artificielles. Ces gens font passer des lois qui vont à l'encontre, encore une fois, de ce qui a été construit au cours de l'histoire de l'homme. Et on vient nous dire que la distinction, par exemple, la distinction entre les sexes est quelque chose d'artificiel, de quelque chose d'arbitraire, que c'est une construction culturelle, comme si la biologie était quelque chose de culturel, et donc on peut modifier ça à volonté. Alors j'en prendrai pour l'exemple les programmes scolaires qui maintenant vont intégrer la fameuse théorie dite du genre, qui reprend ces arguments, mais tout ça me semble extrêmement gravissime. Je ne pense pas que ça durera très longtemps, mais nous nous trouvons actuellement dans une dynamique à la fois de la transgression et de l'inversion culturelle qui malgré tout inquiétante, puisque Monsieur Hollande, qui devrait être d'ailleurs le président de tous les Français, s'appuie sur des sondages qui, on le sait, sont des sondages, je ne dirais pas bidons, mais des sondages manipulés pour faire croire qu'une majorité de Français est en faveur de non pas de ces réformes, mais de ces bouleversements subversifs de la société, et s'appuie aussi, je parle de sondages manipulés, mais sur des statistiques truquées, puisqu'il est bien clair, il suffit de regarder les photographies de la dernière manifestation pour tous, qu'il n'y avait pas 150 000 ou 200 000 personnes, mais qu'il y en avait bien largement un bon million. Eh bien, je pense que dès lors que le mensonge systématique, pour ne pas dire le mensonge universel, devient un instrument politique, un outil politique utilisé de façon méthodique et récurrente, nous sommes franchement très très mal partis.
Alors, vous êtes un passionné de cinéma. Vous affirmez au sujet du Festival de Cannes qu'il a été cette année le promoteur de toutes les déviances. Alors, le promoteur de toutes les déviances, ben oui, écoutez, si vous regardez, il y avait Monsieur Polanski qui autrefois avait été convaincu d'avoir drogué une mineure, même si cette mineure n'était pas, si cette nymphette n'était pas une vierge, une pure vierge, il l'a droguée, sodomisée, violée. Aujourd'hui, c'est un homme qui se déploie sur la croisette et qui nous présente un film sur le masochisme, d'après l'œuvre de de l'Autrichien Sacher-Masoch, La Vénus et la fourrure. Enfin, qui dit masochisme dit sadisme, donc sur le sadomasochisme. À côté de ça, on avait une œuvre. Peut-on dire une œuvre, hein, il faut mettre beaucoup de guillemets, française, qui faisait la promotion de la prostitution étudiante, en pensant que c'est un acte de libération. Alors la libération de la femme est-elle à mettre en équation avec la prostitution? La question se pose. Ça rappelle d'ailleurs le film de Buñuel, de Louise Buñuel, tourné avec Madame Deneuve, qui s'appelait Belle de jour. On voyait une grande bourgeoise, pour le plaisir, aller se prostituer entre deux portes. Et bien là, on prend le même thème, mais on l'aggrave. Et d'ailleurs, cette idée de prostitution étudiante comme l'expérience, on dit une jeune fille, mais les jeunes filles autrefois, ça n'avait pas ce sens-là en français, d'une jeune femme émancipée, me semble être un excessivement mauvais exemple. De même que dans le film, c'est qui s'appelle La vie d'Adèle, voilà, d'Abdelhamid Kechiche, franco-tunisien ou un Tunisien tout court. La vie d'Adèle, même si l'actrice est majeure, elle joue le rôle d'une mineure, et c'est ce qu'on appelait autrefois incitation à la débauche de mineurs, puisque il y avait, dans ma jeunesse, il y avait des lois protégeant la jeunesse, aussi bien. Regardez des illustrés des années 50 ou des années 60, vous verrez dans quel français c'était écrit, Et Strauss-Kahn qui monte les marches du festival. On est bien là d'ailleurs dans le cadre, c'est assez étincelant. On est dans le cadre d'une culture officielle, promotionnelle des politiques. Est-ce tout à fait un hasard si Monsieur Kechiche, qui a été décoré d'ailleurs par Monsieur Ben Ali autrefois, et qui dédie son film sur une relation homosexuelle entre deux femmes, il le dédie à la jeunesse tunisienne en lui montrant peut-être par là la voie de l'émancipation et de la démocratie. Peut-on réduire la démocratie et l'émancipation à la liberté sexuelle, à une liberté sexuelle débridée? Je pense que la question se pose. Une dernière question sur l'affaire Tapie-Lagarde. Bah écoutez, vous venez d'évoquer Monsieur Strauss-Kahn qui montait de façon rayonnante les escaliers couverts d'un tapis rouge de Cannes, ce qui est assez extraordinaire. On montre bien encore une fois que c'est la rencontre de toutes les transgressions et de toutes les inversions, parce que Madame Lagarde, elle n'a pas la dépravation de Monsieur Strauss-Kahn. On peut dire le mot de dépravation sans choquer. C'est le mot exact. Ce n'est pas un mot exagéré. Madame Lagarde est une femme honorable, une ancienne ministre, mais c'est surtout aujourd'hui la présidente du FMI, du Fonds monétaire international. Alors on pense ce que l'on veut de cette institution, mais dans le paysage, dans la vitrine mondiale, internationale, Madame Lagarde occupe une place éminente où elle a succédé à Monsieur Strauss-Kahn, mais là aussi sa position, sa figure, son statut se trouve aujourd'hui entaché par une affaire qui est une sale affaire. On a mis en examen, je crois, en tout cas en garde à vue, l'un de ses avocats. C'est un fait très rare, très inhabituel, qui mérite d'être souligné, mais également un des magistrats du comité d'arbitrage, même si c'est un très vieux monsieur, ce qui montre qu'il y a anguille sous roche. Et tout ça montre à quel point, ça me semble, ces affaires sont toutes liées, montre que ce soit du Festival de Cannes qui descend chaque année en fait les marches, des marches vers l'enfer culturel, et la classe dirigeante française qui montre une absence de morale ou une décomposition morale qui proprement dramatique. Merci à vous Jean-Michel Vernochet. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.